Bonsoir tout le monde. Alors en fait ce soir on ne parlera pas d'estomac. On parle du reflux gastrique qui vient de l'estomac. Alors le reflux gastrique ou gastro-œsophagien, donc RGO pour reflux gastro-œsophagien, c'est quoi? On a organisé cet exposé en 18 questions. Il n'y aura pas 3 parties distinctes les uns derrière les autres. On va se passer le relais et s'intriquer comme ça tout au long d'une heure. On a prévu 1 heure et puis ensuite on aura un peu de temps, j'imagine, pour les questions que vous avez à poser. Alors je fais la première question. Le reflux que vous vous posez, on s'est mis à votre place pour essayer de préparer cet exposé. Le reflux, c'est quoi? Bien, le reflux, c'est la remontée du liquide gastrique vers l'œsophage. Remontée spontanée, c'est-à-dire que ce n'est pas un vomissement. Dans un vomissement, vous avez un effort, vous avez une contraction musculaire. Là, c'est totalement imprévisible, ça remonte tout seul. Et le reflux pathologique, c'est quoi? C'est cette remontée de liquide gastrique qui va provoquer des symptômes et ou des lésions sur la muqueuse de l'œsophage. Ce qu'il est important de dire tout de suite, c'est qu'il y a une discordance entre les symptômes et les lésions. Il y a des gens qui sont très symptomatiques, on va décrire tout de suite les symptômes, et quand on leur fait une fibroscopie, l'œsophage est rigoureusement normal. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont peu de symptômes, voire même pas de symptômes, et si on est amené à leur faire une fibroscopie, on peut trouver des lésions sévères. Donc cette discordance entre symptômes et retentissement finalement du reflux sur la muqueuse est une notion importante. Et comprendre ça, c'est comprendre la nécessité de faire la fibroscopie au moins une fois dans la vie d'un reflueur, puisque par avance, on ne sait pas ce qu'on va y trouver du fait que la présentation clinique n'est pas prédictive du résultat de la fibroscopie. Dire reflux pathologique qui s'exprime par des symptômes et ou par des lésions, c'est laisser sous-entendre qu'il y aurait du reflux physiologique. Oui, nous en avons tous. Mais le reflux physiologique, c'est le reflux qui ne s'exprime pas ni par des symptômes, ni par des lésions, qui est tellement bref que finalement, ça reste dans la normale des choses. Le reflux, c'est quoi? C'est une maladie fréquente. On l'a vu, vous avez pratiquement tous levé la main, mais forcément, vous étiez intéressés. Mais néanmoins, c'est 10% de la population. Une enquête Sofres avait été faite il y a 10 ans, et on avait identifié que les personnes qui avaient au moins un symptôme hebdomadaire, c'était 10% de la population. Si on élargit la définition en disant au moins un reflux symptomatique une fois par mois, c'est 30% de la population. Donc c'est très fréquent. Mais une fois par semaine, ça devient gênant. Donc 10% ont ça. C'est donc une maladie, lorsqu'elle est symptomatique, qui a un retentissement sur la qualité de vie. Et ce retentissement est malheureusement souvent sous-estimé par les médecins. Oh, c'est pas grand-chose, des brûlures, bon, on est vite soulagé par des médicaments. On sous-estime le retentissement. Alors il y a des questionnaires de qualité de vie qui permettent de quantifier ce retentissement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces questions? 8 questions. Vos troubles digestifs vous ont-ils gêné pour jardiner, bricoler, effectuer vos tâches ménagères? Pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, c'est ça. Et on répond, on coche. Donc là, on voit le retentissement sur les activités de tous les jours. Avez-vous fait moins de choses, deuxième question, que d'habitude? On est encore dans le retentissement sur les activités. Deuxième notion, la troisième question, c'est la notion de satisfaction de la vie, de l'existence. Êtes-vous satisfait de votre vie en général malgré vos troubles digestifs? Avez-vous mangé avec plaisir compte tenu de vos troubles digestifs? On est encore dans le domaine de la satisfaction. Troisième notion, on est dans l'anxiété générée par les symptômes. Vous êtes-vous fait du souci à cause de vos troubles digestifs? Vos troubles digestifs vous ont-ils mis de mauvaise humeur? Quand vous rentrez à la maison, vous engueulez tout le monde, vous êtes au boulot, vous engueulez tout le monde, vous souffrez, vous êtes de mauvaise humeur. Dimension importante. Autre dimension, c'est le symptôme nocturne qui vous réveille la nuit. À cause de vos troubles digestifs, êtes-vous resté éveillé une grande partie de la nuit?
Les Américains, qui sont très accros sur la productivité au travail, ont montré qu'un reflueur qui se réveillait 2 nuits par semaine perdait 4 heures de productivité au travail dans la journée. Dernière notion, avez-vous évité de faire des repas copieux par crainte d'avoir des troubles digestifs? Politique d'évitement. On a peur d'eux, donc on fait autrement. Voilà, tout ça vous prend la tête et entrave la qualité de vie. Alors c'est quoi finalement ces symptômes qui entravent la qualité de vie? Eh bien vous avez des signes digestifs qui sont typiques. C'est-à-dire que quand ils sont présents, vous pouvez affirmer à tout coup, ou pratiquement à tout coup, qu'il s'agit bien d'un reflux gastro-œsophagien. Des brûlures qui partent de l'estomac et qui remontent dans la poitrine derrière le sternum, au milieu, ce qu'on appelle dans notre jargon médical le pyrosis. Deuxièmement, des régurgitations acides, c'est-à-dire c'est du liquide acide âcre qui vient dans la gorge, qui peut faire suite à la brûlure dont je parlais à l'instant, mais qui peut aussi survenir sans la brûlure précédente. Donc on a des brûlures isolées, on a des régurgitations acides isolées, et on peut avoir les deux, bien sûr, les brûlures plus des régurgitations acides. Il y a un autre type de régurgitation possible, c'est les régurgitations alimentaires. Et ces symptômes-là peuvent avoir, ont souvent, en tout cas pour les régurgitations alimentaires, un caractère postural. Le fait de se pencher en avant, pour jardiner, par exemple, après déjeuner le dimanche, ou bien, quand vous vous mettez à plat, vous allongez, vous allez vous coucher, trop vite après un dîner. Il faut respecter au moins 2 heures entre votre dîner et le coucher pour éviter que le contenu de l'estomac ne reflue vers l'œsophage. Vous avez d'autres signes qui sont moins typiques. Et voilà pourquoi on a mis maux d'estomac dans l'intitulé de cette conférence. C'est parce qu'il y a des gens qui ont des maux d'estomac, c'est des brûlures, ils pignent de l'estomac, ils pensent que c'est l'estomac, et ce n'est pas l'estomac. En fait, c'est du reflux gastro-œsophagien. Le bas de l'œsophage, il est dans l'abdomen. Donc entre le bas de l'œsophage et le haut de l'estomac, c'est la même région. Donc la plainte s'exprime au même endroit, dans le creux d'estomac. Et comme il n'y a pas l'irradiation ascendante, on n'évoque pas, les médecins peuvent aussi parfois ne pas évoquer l'hypothèse de reflux. On dit c'est l'estomac. Ben, l'estomac, il s'exprime rarement de cette façon-là. Le plus souvent, des brûlures localisées de l'estomac, ce n'est pas une maladie d'estomac, c'est du reflux gastro-œsophagien. On peut aussi avoir une douleur en avalant, ou une difficulté à avaler du pain, de la viande, ce qu'on appelle la dysphagie, ça accroche un peu, ça ne descend pas bien. On peut avoir des rots. Voilà, c'est des symptômes qui ne sont pas caractéristiques, tout ce que je viens de lister dans la colonne de droite, ce n'est pas caractéristique du reflux, mais ça peut se voir dans le reflux gastro-œsophagien. Alors c'est Alain Repère qui fait la suite. Alors parfois, la présentation est moins typique, elle peut être trompeuse, et ce peut être des signes non digestifs, soit associés aux signes digestifs que vous venez d'entendre, soit totalement isolés. Et il faut savoir y penser. Il peut s'agir de douleurs thoraciques qui vont mimer un infarctus du myocarde ou une angine du poitrine. Dans ces cas-là, le bilan initial doit être bien sûr cardiologique, parfois en urgence. Et si ce bilan est normal, il faut savoir évoquer une atteinte digestive et surtout un reflux gastro-œsophagien. Ça peut être aussi de l'asthme, et une authentique crise d'asthme peut être déclenchée par un épisode de reflux gastro-œsophagien. Mais là encore, la cause la plus fréquente n'est pas le reflux. Il faut également être prudent parce que, à l'opposé, la crise d'asthme peut provoquer également un authentique reflux gastro-œsophagien. Les relations se font dans les deux sens. C'est la même chose pour la toux, il y a une relation dans les deux sens, pour la toux sèche chronique. Et le reflux gastro-œsophagien est la troisième cause par ordre de fréquence, mais loin derrière les causes ORL, la sinusite ou l'écoulement postérieur, et loin derrière la crise d'asthme. Quant aux manifestations ORL diverses, raclement de gorge, on entend plusieurs, brûlures pharyngées, enrouement, elles peuvent être liées au reflux gastro-œsophagien. Le plus souvent, elles sont évoquées par l'ORL lorsque son examen est peu contributif, mais il faut savoir que souvent, cette évocation se fait par excès et que le rôle du reflux est surévalué.
Toujours est-il que dans ces formes atypiques du reflux, quelles qu'elles soient, il faut se rappeler que le reflux n'est pas la cause la plus fréquente, que l'atteinte spécifique doit être éliminée par le bilan cardiovasculaire, par le bilan pulmonaire, le bilan ORL, et que le diagnostic n'est pas toujours facile à faire, que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'atteinte cardiaque ou respiratoire que c'est du reflux, et dans ces cas-là, il faudra faire la preuve du reflux par les examens complémentaires digestifs, notamment la fibroscopie, plus ou moins la pH-métrie, et est venue l'heure de la question de la fibroscopie. Alors le professeur Lobel disait tout à l'heure que le gastro-entérologue qui faisait la fibroscopie, c'est pas lui qui s'ouvrait. Bon, le gastro-entérologue que je suis a subi quelques fibroscopies et donc sait de quoi il en retourne. Donc pour dire que c'est pas un examen très agréable, c'est un peu plus facile, tolérable quand l'examen passe par le nez, nasofibroscopie que par la bouche. Mais c'est un examen de courte durée. Et de notre point de vue, au nord de la Loire, versus sud de la Loire, les gastro-entérologues font très peu d'anesthésie générale pour faire des fibroscopies, surtout si c'est pour aller examiner un œsophage, c'est quelques minutes tout au plus. Quand et pourquoi faire une fibroscopie lorsqu'on souffre de reflux gastro-œsophagien ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de corrélation entre les symptômes et les lésions. Donc, à un moment donné, c'est important de faire une fibroscopie pour évaluer le retentissement de ce reflux sur la muqueuse œsophagienne. Le retentissement, c'est ce qu'on appelle l'œsophagite. Une inflammation, c'est en fait la présence d'érosion, d'ulcération de la muqueuse. L'œsophagite est-elle absente ? Est-elle présente ? Et si elle est présente, est-elle sévère ? C'est important, ça va conditionner la prise en charge thérapeutique. Et y a-t-il, de ce terme barbare, un endobrachyésophage ? C'est un point aussi très important. Et je dirais que s'il y a un mérite avant tous de faire une fibroscopie dans le reflux, c'est pour savoir qui parmi les reflueurs a ou n'a pas un endobrachyésophage, car c'est une lésion précancéreuse qui expose au risque de cancer de l'œsophage, qui méritera donc d'être surveillée par des endoscopies itératives. Et rien de plus terrible pour un gastro-entérologue de voir quelqu'un qui a 65, qui a 70 ans, qui a un reflux depuis 40 ans, qui se traite, qui s'automédique, ou que son médecin traite régulièrement, et qui passe au travers des mailles du filet de la fibroscopie, et qui un jour a une dysphagie, il y a des blocages, et un cancer de l'œsophage qu'on diagnostique trop tardivement. Je ne dis pas que c'est une complication fréquente du reflux, on le dira tout à l'heure, mais c'est malheureusement une complication possible, et elle vient d'endobrachyésophage, donc sachons qui en a un et qui n'en a pas. Voilà l'œsophagite, ça c'est une œsophagite non sévère, vous voyez ça, c'est ce qui est rouge, là c'est des ulcérations du bas de l'œsophage, et une œsophagite sévère, c'est des ulcérations qui sont circonférentielles. Eh bien, le fait d'avoir une œsophagite sévère veut dire qu'on doit être traité médicalement toute sa vie, qu'on ne peut pas arrêter le traitement. L'endobrachyésophage, c'est ça. C'est un examen, vous voyez, enregistré le 21 janvier 2015, la semaine dernière, un patient que j'ai vu. Ces plages orangées, vous voyez, dans la muqueuse dans l'œsophage. Ce qui est orange, c'est de la muqueuse gastrique. L'œsophage a été abîmé à un moment donné, et la muqueuse qui a repoussé lors de la cicatrisation, ce n'est plus de la muqueuse œsophagienne, c'est de la muqueuse de l'estomac. En fait, c'est de l'estomac qui se trouve dans l'œsophage. Et c'est ça qui constitue un risque de dégénérescence. On estime que 10% de ces endobrachyésophages vont donner lieu un jour à un cancer. Alors quand ? Puisqu'on a compris maintenant pourquoi il fallait en faire une. Quand ? Eh bien, à partir de 50 ans ou de 60 ans, je disais tout à l'heure, ce n'est pas possible de passer au travers des mailles du filet. S'il n'y a jamais eu avant, il faut faire, à la date d'anniversaire, une fibroscopie pour savoir si vous avez ce type de lésion ou pas. C'est l'intérêt numéro 1. Mais bien entendu qu'avant l'âge de 50 ans ou de 60 ans, on peut être amené, dans d'autres circonstances, à poser l'indication de fibroscopie. S'il y a des symptômes d'alarme, quand vous avez des accrochages, les aliments ne descendent pas bien, bien entendu que ça mérite d'être exploré. Si le traitement
ne fonctionne pas, on vous dit vous avez un reflux, je n'ai pas besoin de fibroscopie pour faire le diagnostic de reflux, c'est vrai, je vous traite, mais le traitement ne marche pas. Ah, là il se pose une question, eh bien j'ai besoin de faire des examens. Ou alors je vous traite, le traitement marche, et puis on arrête le traitement, et puis 15 jours après ça recommence. Eh bien c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas vous traiter toute votre vie avec des traitements répétés, discontinus, intermittents, sans avoir fait une fibroscopie pour comprendre ce qui se passe. Et si on doit poser un jour une indication opératoire, ce qui est peu fréquent mais ce qui existe, bien entendu qu'il faudra faire une fibroscopie. Alors, quand la fibroscopie est normale, si on veut avoir la certitude du reflux, l'examen de référence, c'est la pH-métrie ésophagienne. Cet examen va enregistrer, mesurer le pH, en d'autres termes l'acidité dans le bas œsophage. Alors vous avez ici en bleu le système de mesure qui est relié à une sonde. C'est un spaghetti très fin, beaucoup plus souple que le fibroscope, qui est passé par le nez dans l'œsophage. Et ceux qui ont une bonne vue peuvent ici discerner l'extrémité de la sonde dans le bas œsophage. Quel est le principe de cet examen? Eh bien, normalement, dans l'œsophage, le pH est élevé. Il est alcalin, lié à la salive qui s'écoule. Lorsqu'il y a un épisode de reflux gastro-œsophagien, vous voyez ici le liquide gastrique qui remonte. Ce liquide est très acide, comme nous l'a dit M. Lobel, et on va avoir une chute du pH. C'est ce que mesure la pH-métrie. Vous avez ici donc le pH alcalin, le début de l'épisode de reflux avec chute du pH, puis le pH qui redevient normal, c'est la fin de l'épisode de reflux. La méthode va permettre de mesurer la durée de cet épisode de reflux, et puis on va faire la somme des durées pour avoir le temps total où l'œsophage est acide. Alors, en général, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez ici le boîtier qu'on utilise avec un petit bouton sur lequel le patient peut appuyer quand il a son symptôme, sa brûlure. À côté, cette électrode qui est souple, elle est mise le matin chez un sujet à jeun, puis après, il va le plus souvent rentrer chez lui et mener une vie normale, manger, dormir et appuyer sur le bouton quand il a mal. Le lendemain, on enlève l'appareil et on va pouvoir récupérer le tracé avec l'enregistrement sur 24 heures du pH, avec ici en jaune le repas du midi, le repas du soir, la nuit. Et vous voyez ici le pH œsophagien qui est le plus souvent à 7, mais avec de nombreuses chutes de pH, ici en dessous de 4, qui sont autant d'épisodes de reflux. Il y a ici un peu plus de 75 épisodes de reflux, c'est beaucoup. Et quand il a présenté sa brûlure, il a appuyé sur le bouton et on peut regarder si ça correspond bien à un épisode de reflux. Et on va avoir deux critères. Tout d'abord, c'est la durée totale du reflux. Pendant combien de temps, par 24 heures, l'œsophage a barboté dans l'acide. Et puis, est-ce qu'il y a une concordance symptomatique? Donc, les symptômes surviennent pendant l'épisode de reflux. Ceci va nous permettre de classer les patients en 3 groupes. En haut, vous voyez ici, cette courbe, il y a peu d'épisodes de reflux gastro-œsophagien. La durée du reflux est normale et il n'y a pas de symptômes. C'est le reflux physiologique dont vous a parlé M. Bretagne. Ça, c'est tout à fait normal. À l'opposé, ici en bas, vous avez de nombreux épisodes de reflux, certains prolongés, et la durée totale du reflux est nettement augmentée. C'est un reflux pathologique. En plus, on a une bonne concordance entre les symptômes et les épisodes de reflux. Et on a la preuve que les symptômes sont bien liés à des épisodes de reflux. Et puis vous avez ici, au milieu, un groupe qui est un peu moins bien connu. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes de reflux, c'est un peu comme au-dessus. La durée du reflux est normale. Par contre, chaque fois qu'ils ont eu un symptôme, il s'agissait bien d'un reflux. C'est ce qu'on appelle l'œsophage acido-sensible. Pourquoi ce nom? Acido, parce que c'est bien lié à l'acide qui remonte, et sensible, parce que ces gens ont vraisemblablement des troubles de la sensibilité, avec une perception accrue des épisodes de reflux. Alors, tous les patients n'auront pas de pH-métrie.
elle est réservée à quelques cas particuliers. Lorsqu'on a besoin de la certitude du diagnostic, soit parce qu'il y a un échec du traitement par traitement, et on veut savoir pourquoi. Et donc, après la fibroscopie, si elle est normale, eh bien, il faut faire la pH-métrie. En cas de symptômes atypiques, les symptômes dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'angine de poitrine, l'asthme, tout ça, lorsque la fibroscopie est normale et qu'on veut bien faire la preuve que c'est bien du reflux. Et bien sûr, avant d'opérer, toujours si la fibroscopie est normale, pour faire la preuve du reflux. Petite parenthèse avant de passer à une autre question, une nouvelle méthode de pH-métrie qui a du mal à percer en France. Vous avez ici la capsule qui enregistre le pH, qui communique avec le boîtier par Wi-Fi, sans fil. Alors l'avantage, c'est bien sûr qu'on n'aura pas le tuyau pendant 24 heures. Vous voyez ici cette capsule qui est nettement agrandie. Néanmoins, il faut quand même avaler un tuyau pour mettre en place avec cette poignée la capsule de pH-métrie. Cette méthode permet en outre d'enregistrer pendant 48 heures et d'avoir une activité tout à fait normale, notamment d'aller au travail. Mais cette méthode n'est pas remboursée par la sécurité sociale, elle coûte cher et n'est donc pas encore développée beaucoup en France. Autre question que vous vous posez, peut-être, c'est quelles sont les causes du reflux et quels sont les rôles notamment de cas particuliers comme la hernie hiatale et l'obésité. Alors, au niveau gastro-œsophagien, les conditions sont propices au reflux gastro-œsophagien. En effet, l'estomac est dans l'abdomen et la pression est élevée, notamment du fait des muscles abdominaux. Et cette pression sera encore plus élevée s'il y a une obésité abdominale. Par contre, l'ésophage, lui, est dans le thorax. La pression est faible du fait des poumons. Donc, ce reflux gastro-œsophagien sera aisé. Il est combattu par ce qu'on appelle la barrière anti-reflux. Vous voyez que des fois, on utilise des termes simples. Et il y aura un épisode de reflux si cette barrière est en défaut. Qu'est-ce qui participe à cette barrière anti-reflux? Il y a deux éléments principaux. Le premier, c'est un épaississement musculaire de la paroi au niveau de la jonction entre l'ésophage et l'estomac. C'est ce qu'on appelle le sphincter inférieur. Normalement, ce sphincter inférieur, il est fermé, ce n'est pas évident sur ma photo. Et ce sphincter inférieur, il s'ouvre uniquement lorsqu'on avale pour que les aliments passent. Ce sphincter inférieur est renforcé par des éléments du diaphragme qui séparent le thorax et l'abdomen et qui participent à la continence. Et donc, il y aura du reflux si cette barrière anti-reflux est défectueuse. Parfois, ça peut être dû à une insuffisance du sphincter, mais le plus souvent, le coupable principal, ce sont des relaxations spontanées du sphincter. C'est le sphincter qui est fermé, qui tout d'un coup va se relâcher spontanément, qui va disparaître. Ces relaxations spontanées, qui sont le mécanisme principal, surviennent surtout après les repas. Mais il y a des complices. En effet, il y a des facteurs de défense contre le reflux gastro-œsophagien que vous voyez ici. Normalement, ce reflux est rapidement neutralisé par la salive dont on a vu qu'elle était alcaline. Il va y avoir également une contraction de l'ésophage qui va repousser le liquide qui a reflué dans l'estomac. Et enfin, la muqueuse se défend assez bien contre ce reflux. Quand un de ces éléments de défense est altéré, le reflux pourra être aggravé, pourra être plus sévère. C'est notamment le cas chez les sujets âgés. Donc là, nous avons vu quels sont les mécanismes du reflux. Mais il y a également le mécanisme des symptômes. Et on a vu qu'on pouvait avoir un reflux qui pouvait être peu important avec des symptômes importants. Et ça, c'est le rôle de la sensibilité digestive. C'est ces nerfs qui sont dans la paroi œsophagienne qui analysent le contenu pour informer le cerveau. Et ces nerfs seront parfois un petit peu excités. On parle d'hypersensibilité et vont faire apparaître des douleurs pour des épisodes de reflux modestes ou pour d'autres mécanismes. C'est l'hypersensibilité digestive qui, on va le voir, complique un petit peu la prise en charge du reflux. Deux cas particuliers, comme je vous l'avais promis, le rôle de la hernie hiatale, c'est une question qu'on nous pose souvent. Souvent, le rôle de la hernie hiatale est surestimé. Ce n'est pas une maladie, c'est une
anomalie anatomique, c'est la partie haute de l'estomac qui glisse par l'orifice diaphragmatique dans le thorax. Ainsi, le sphincter inférieur de l'œsophage va se retrouver intrathoracique. Il sera moins efficace. Par ailleurs, les deux composantes de la barrière anti-reflux dont je vous ai parlé, le sphincter inférieur et le diaphragme, vont être séparés, dissociés, donc moins efficaces. Ainsi, cette hernie hiatale peut favoriser le reflux ou l'aggraver. Mais néanmoins, il faut dire que cette hernie hiatale n'est ni indispensable ni suffisante pour le reflux. Et ces deux entités sont indépendantes. Parmi les gens qui ont une hernie hiatale, certains auront effectivement un reflux gastro-œsophagien, mais d'autres n'auront pas de reflux œsophagien. De la même façon, parmi les gens qui ont un reflux gastro-œsophagien, certains auront une hernie hiatale, mais d'autres n'auront pas d'hernie hiatale. Ils auront les relaxations spontanées. Et donc, il ne faut pas traiter une hernie hiatale pour elle-même, il faut traiter et prendre en charge les symptômes qui lui seront éventuellement associés. Quant à l'obésité, je vous ai dit déjà que cette obésité avait tendance à augmenter la pression intra-abdominale et donc à favoriser le reflux. Elle va également favoriser la dissociation des deux composantes, le sphincter inférieur et le diaphragme. Et il est bien connu que chez un patient, le reflux pourra être aggravé ou même déclaré, développé par une prise de poids rapide. Il est également bien connu que chez un patient, le reflux pourra être amélioré, les symptômes de reflux pourront diminuer lorsqu'on obtient une perte de poids. On va passer maintenant au traitement. Merci Alain. Alors on a vu les symptômes, on a vu les mécanismes, on a vu les examens. Maintenant le traitement. Comment on traite le reflux? Dans l'immense majorité des cas, c'est le soulagement des symptômes qu'on recherche. Les formes graves d'œsophagite sévère, d'endobrachyésophage, c'est la pointe émergée de l'iceberg. Ce n'est pas la majorité des reflueurs. Donc dans l'immense majorité des cas, ce qu'on veut, c'est supprimer les symptômes et restaurer la qualité de vie. C'est ça l'objectif. Donc schématiquement, il y a deux cas. Les symptômes sont peu fréquents, c'est-à-dire moins d'une fois par semaine. Une fois, voilà. Si c'est quand je prends un verre de whisky que j'ai un symptôme de reflux, c'est peut-être pas la peine de me traiter de 4 semaines, pendant 4 semaines d'affilée, pour prévenir cet épisode de reflux secondaire au whisky. Il suffit de ne pas prendre le whisky d'ailleurs. Donc si les symptômes sont peu fréquents, on fait des traitements à la demande avec des antiacides. Le plus vendu, c'est Pastirénie, Maalox, ou bien des alginates, le Gaviscon. Les alginates, le Gaviscon, c'est une espèce de pansement qu'on prend après le repas, qui va se mettre à la surface du contenu gastrique, surface de la piscine. Et si un reflux se produit, c'est d'abord le pansement qui remonte dans l'œsophage, qui vient tapisser les parois de l'œsophage et prévenir finalement le contact entre l'acide et la paroi œsophagienne, donc éviter le symptôme, éviter l'agression de la muqueuse et les lésions. Ces traitements à la demande marchent bien lorsque les symptômes sont peu fréquents pour donc soulager les symptômes, mais ça n'a jamais été efficace pour cicatriser des lésions d'œsophagite peptique. Lorsque les symptômes sont fréquents, c'est au moins un épisode de reflux par semaine, je l'ai déjà dit tout à l'heure. À ce moment-là, on vous propose un traitement continu, une période thérapeutique qui est de 4 semaines. Et aujourd'hui, le médicament qui vient en numéro 1, et il n'y a pas de numéro 2, c'est les IPP, les inhibiteurs de pompe à protons, qu'on va donner à demi-dose ou à pleine dose, peu importe. C'est quoi ces inhibiteurs de pompe à protons? Le proton, c'est l'ion H+. L'ion H+, c'est l'acide. Donc, c'est des médicaments qui inhibent la sécrétion acide de l'estomac. Donc, on essaye de diminuer la production d'acide. Là, je fais une parenthèse. Vous allez me dire, mais ce n'est pas logique. Oui, vous avez raison de dire ça. Pourquoi ces médicaments, c'est le traitement du reflux? Parce qu'on n'a pas mieux, mais ça ne traite pas la cause. Alain Repère l'a dit tout à l'heure. La cause, c'est le sphincter qui ne marche pas. Les IPP ne touchent rien au sphincter. Ils diminuent l'acide.
Autrement dit, il faut bien réaliser que les IPP ne modifient pas le reflux, n'évitent pas le reflux, font que le reflux est moins acide. Étant moins acide, il n'est plus perçu. Et étant moins acide, les lésions d'œsophagite, quand il y en a, vont cicatriser. Donc c'est un médicament très efficace, même s'il ne corrige pas l'anomalie en cause dans le mécanisme du reflux. Lorsqu'il n'y a pas d'œsophagite sévère, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand on a une œsophagite sévère, on ne peut jamais arrêter le traitement médical, c'est très important, parce que sinon on va passer au stade des complications. Dans tous les autres cas, on fera l'essai d'interrompre le traitement. Alors les inhibiteurs de pompe par proton, il y a 5 molécules. La première, c'est sorti en 89, et puis on en a eu d'autres ensuite. Et aujourd'hui, ils sont tous génériqués. Donc vous devez prendre de l'oméprazole, du lansoprazole, du pantoprazole, du rabéprazole ou de l'ésoméprazole. Il y en a même qui sont en vente libre. Vous avez vu à la télé, on fait de la pub pour Mopral Pro. Il n'y a même plus besoin d'ordonnance pour avoir ce type de médicament. Donc tous ces IPP sont donnés à demi-dose ou à pleine dose dans le reflux. Mais pourquoi 4 semaines? Vous allez me dire, c'est une maladie chronique, c'est une maladie toute la vie, le sphincter il est défaillant, mais pourquoi vous ne traitez pas tout le monde en permanence? Eh bien non. Quand il n'y a pas d'œsophagite sévère, il faut toujours faire une tentative d'arrêter le traitement. Parce que l'histoire n'est pas écrite d'avance. Et on ne connaît pas l'histoire d'avance. L'histoire de quoi? L'histoire d'un reflux qui vient d'être traité par une période thérapeutique de 4 semaines, qui a été bien entendu efficace. Eh bien, après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a 3 groupes de patients. Forcément que le reflux, il est là. Le sphincter, il est toujours défaillant. Mais les symptômes peuvent très bien ne pas revenir tout de suite. Et ce qu'on veut déterminer par cet arrêt thérapeutique, c'est finalement quel est le profil patient du patient qu'on a en face de soi. Il y a 3 profils schématiquement. Il y en a un, dès que vous arrêtez les IPP, le lendemain ou le surlendemain, c'est reparti pour un tour, et puis le jour d'après, et puis le jour suivant, etc. C'est ce qu'on appelle l'IPP dépendant. Il fait la preuve qu'on ne peut pas arrêter le traitement, eh bien on le reprendra. La preuve est faite. D'autres vont être tranquilles pendant 6 mois. Vous allez me dire, mais pourquoi? Ils ont toujours le reflux. Oui, pourquoi? C'est le problème de la sensibilité évoqué tout à l'heure par Alain Repère, probablement. Ou peut-être qu'ils ont perdu du poids excédentaire et que ça améliore le reflux. Ça aussi, c'est une explication. Toujours est-il que pendant 6 mois, ils sont bien, et puis ça va revenir. Eh bien, si ça revient, on va refaire une période thérapeutique de 4 semaines, peut-être même que de 15 jours. Donc on fait des traitements intermittents. Et puis, il y a forcément, entre les deux, c'est le traitement à la demande. C'est le patient qui va rechuter assez vite, mais pas tout de suite. Et puis, c'est 2 jours, et puis pas les 3 jours suivants. On fait du traitement à la demande, c'est-à-dire que c'est le patient qui est son propre prescripteur, une fois qu'on lui a expliqué bien entendu les choses, qui prend son IPP le jour où il a mal, et s'il a mal le lendemain, il en reprend le lendemain, et s'il a pas mal pendant 8 jours, il arrête d'en prendre pendant 8 jours. Ça permet, lorsque ça marche, lorsque ça donne satisfaction, ça permet de diviser par 3 la prise médicamenteuse. Les gens qui se satisfont des traitements à la demande prennent en moyenne un comprimé tous les 3 jours. Ils peuvent en prendre 3 jours de suite et puis plus rien pendant 10 jours. Ça divise le coût médicamenteux pour la société par 3, et puis ça évite peut-être aussi de bloquer l'estomac, la sécrétion acide, en permanence, si ce n'est pas nécessaire de le faire. Alors quand il faut le faire, quand il faut faire un traitement continu, qu'on a 35 ans et qu'on se dit « mais je suis condamné à prendre mon IPP tous les jours, tous les matins, puisque c'est le matin avant le petit déjeuner, je ne l'ai pas dit mais je le dis maintenant, avant le petit déjeuner ». Ne jamais prendre ça le soir au coucher, comme je vois régulièrement faire en consultation. Donc, le matin à jeun, un quart d'heure avant le petit déjeuner, c'est le meilleur moment, que ce soit pour le demi-dose ou pour la pleine dose. Alors, est-ce qu'il y a des risques de faire 30 ans, 40 ans, 50 ans? On n'a pas 50 ans de recul, puisque c'est 89, donc on a quand même 25 ans de recul. Bon, dans l'immense majorité des cas, ce sont des traitements très efficaces et sans effets secondaires. Mais il y a des petites choses sur le long terme. On sait que chez les femmes, notamment, il y a un risque, qui sont déjà sensibles à ça, un risque de déminéralisation osseuse, et on sait très bien qu'il y a un risque, une augmentation du risque de fracture du col du fémur chez la femme. Le fait
qui est moins acide, donc le calcium est moins bien absorbé, d'où la déminéralisation osseuse. Le fer peut être moins bien absorbé, donc on peut avoir une anémie. La vitamine B12 aussi. Voilà, c'est des petites choses, mais ça, c'est pas très fréquent. Si on a moins d'acide, l'acide, ça sert à contrôler aussi les bactéries qui pullulent dans le tube digestif. Donc si on est moins acide, on se dit qu'on aura plus de bactéries, c'est vrai. Et si on reflue des bactéries dans les poumons, on peut faire des infections pulmonaires, c'est vrai. Statistiquement, le risque, voilà, c'est pas un problème majeur, mais ça existe. Et des infections intestinales aussi. Et puis, si on bloque l'estomac, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur l'estomac lui-même? Oui, on sait que les gens développent des polypes. En bloquant la sécrétion acide, l'estomac essaye de sécréter. Il y a des polypes qui se forment, qu'on appelle des polypes glandulokystiques. C'est des lésions totalement bénignes. Ça inquiète souvent les patients qui en ont, mais c'est totalement bénin. Et le professeur Lebel a parlé tout à l'heure d'Helicobacter pylori. Ce sera la seule allusion, je crois, à Helicobacter pylori avec le reflux. Les gens qui sont infectés par Helicobacter pylori, à mon âge et à peu près au vôtre, nous sommes infectés à 40%, sans forcément le savoir. Les jeunes aujourd'hui, du fait des progrès d'hygiène dans la population, les jeunes aujourd'hui sont infectés à 15 ou 20%. En tout cas, lorsqu'on prend des IPP au long cours et qu'on est infecté sans le savoir par Helicobacter pylori, on a un risque d'aggravation de cette gastrite consécutive à la présence de la bactérie dans l'estomac. Ce qui veut dire que maintenant qu'on le sait, on doit faire une recherche, nous gastro-entérologues, lorsqu'on fait une fibroscopie à un patient qui est reflueur et qui a priori va avoir des IPP pendant un certain temps de sa vie, on le sait d'avance. Donc on fait la recherche lors de la fibroscopie d'infection Helicobacter, et si Helicobacter est présent, on va éradiquer pour éviter l'aggravation de la gastrite sous traitement. Faut-il suivre un régime? Alors, oui et non. Il y a des choses importantes et d'autres choses qui le sont moins. Si vous avez des brûlures œsophagiennes quand vous prenez du vin blanc, du whisky, du jus d'orange, du jus de pamplemousse, du citron, des tomates, des épices, arrêtez de les prendre. Si c'est ça qui vous déclenche le symptôme. Pourquoi ça déclenche le symptôme? Parce que c'est des aliments irritants. Votre acide dans l'œsophage a déjà mis l'œsophage à vif. Les nerfs dont parlait tout à l'heure Alain Repère ne demandent qu'à être excités. Voilà. Sauf que si vous avez des IPP qui préviennent les symptômes, qui rendent le reflux alcalin, non acide, vous pourrez reprendre du citron et votre vin blanc si ce n'est pas un problème. Donc c'est purement symptomatique cette mesure. Le tabac, oui, c'est pas bien de fumer, donc arrêtons. Le plus important, c'est les trois croix, c'est la perte de poids. Les gens qui sont en surcharge pondérale, voire obèses, et s'ils ont un reflux, doivent perdre du poids. Ils verront leur reflux s'améliorer. Pas forcément guérir, mais s'améliorer. Ils seront peut-être moins dépendants d'un traitement IPP continu jour après jour. Donc c'est un point important. Faut-il dormir avec des oreillers ou mettre des cales de 25 cm sous la tête de lit? On a appris ça à nos étudiants pendant longtemps. J'apprends moins. Je faisais le cours sur reflux à la fac hier. Moins, pourquoi? Parce qu'on a des médicaments très efficaces avec les IPP. Donc, si les médicaments sont efficaces, pourquoi imposer des contraintes, de telles contraintes aux gens, alors qu'on essaye d'améliorer leur qualité de vie? Avec ces contraintes, on va à nouveau la détériorer. Néanmoins, les IPP, ce n'est pas 100% d'efficacité. Ça marche moins bien sur les symptômes nocturnes que sur les symptômes diurnes. Et il y a un symptôme sur lequel ça ne marche pas beaucoup, c'est la régurgitation. Le liquide remonte. J'ai dit que les IPP ne prévenaient pas la régurgitation tout à l'heure. Ça ne prévient pas le reflux. Ça rend le reflux moins acide. Donc ce symptôme nocturne, si en plus le reflux qui vous remonte la nuit passe dans les bronches, ça vous déclenche une quinte de toux. Donc c'est un problème. C'est un problème, si on est en échec d'IPP, peut-être qu'on ira voir le chirurgien. Mais en attendant de discuter cette indication opératoire potentielle, peut-être qu'effectivement que c'est une bonne mesure que de dormir avec des oreillers pour éviter cet effet mécanique. Alain? Alors, que faire lorsque le traitement ne marche pas? Alors, je vais rappeler ce que vous a dit M. Bretagne. Le traitement par IPP est très efficace et très bien toléré. Cependant, ce traitement peut être insuffisant et 20 à 30% des patients peuvent avoir
des symptômes séquelaires. Alors, les études nous ont montré qu'il y avait 3 mécanismes principaux. Soit le traitement était mal pris. Ça veut dire que soit les consignes ont été mal expliquées ou le patient les a oubliées. En tout cas, il ne respecte pas les consignes. Ou le patient ne prend pas son traitement tous les jours. Là, nous sommes dans la catégorie des patients qui ont besoin d'un traitement continu. Nous ne sommes pas dans la catégorie des patients avec un traitement à la demande. La cause la plus fréquente, c'est que ce n'est pas du reflux. En effet, le reflux a été suspecté devant des signes plus ou moins typiques. Il n'y avait pas d'indication à faire des examens complémentaires. On a dit que le plus probable, c'était que c'était du reflux, et le traitement a été mis en route. Le traitement ne marche pas. La cause la plus fréquente, c'est que ce n'est pas du reflux. Enfin, la troisième cause, c'est que chez certains patients, chez qui il s'agit bien d'un reflux, les IPP à la dose habituelle ne sont pas assez efficaces ou pas du tout efficaces. C'est une toute petite proportion de patients. Mais la connaissance de ces 3 circonstances nous a aidés à définir l'attitude pratique à avoir chez ces patients. La première étape est une étape simple, c'est ce qu'on appelle optimiser le traitement, c'est l'améliorer, s'assurer que les patients prennent bien leur traitement à jeun le matin, et souvent ce n'est pas le cas, et ça doit être le cas. Tous les jours, c'est chez patients dépendants. Parfois, on pourra essayer de changer de molécule d'IPP, tester l'un plutôt que l'autre, ou si on a des arguments, répartir la prise sur 2 prises quotidiennes. S'il y a des symptômes matinaux et de l'après-midi qui disparaissent, et puis en fin de journée, les symptômes réapparaissent, on pourra peut-être essayer de répartir en 2 prises. Alors parfois, cette étape très simple, qui ne coûte pas très cher, est efficace. Mais souvent, ça ne suffit pas. Et donc, à ce moment-là, il faudra s'assurer qu'il s'agit bien d'un reflux et donc faire les examens s'ils n'ont pas été faits, puisque là, on a besoin d'une certitude, faire la fibroscopie, et si la fibroscopie est normale, faire une pH-métrie pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un reflux. Si le reflux est prouvé, dans cette condition stricte des patients qui ont des symptômes résiduels malgré un traitement bien mené, avec un reflux prouvé, on pourra faire une escalade raisonnée du traitement et augmenter la posologie et passer à une double dose pendant 8 semaines, donc dans ces conditions bien précises, en surveillant de près, enfin en s'assurant de la réponse thérapeutique. Là encore, certains patients vont être améliorés. Il faudra décider de la conduite à long terme, peut-être chirurgicale, on en reparlera. Soit au contraire, ils ne sont pas améliorés malgré une posologie importante. Et là encore, il faut s'assurer que c'est bien un reflux résiduel malgré le traitement élevé. Nous sommes dans une fraction faible de patients. Et la pH-métrie ne sera pas rentable sous traitement puisque le traitement vise à diminuer la sécrétion acide. Le liquide gastrique sera peu acide ou pas acide. Et s'il y a des épisodes de reflux, la pH-métrie ne permettra pas de les détecter. Heureusement, on a ce qu'on peut appeler de façon un peu grossière la super pH-métrie. C'est l'impédance-métrie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ils sont un petit peu compliqués, mais l'impédance dans l'ésophage, quand l'ésophage est vide, elle est élevée. Quand il y a un liquide qui traverse l'ésophage, cette impédance chute. Si ce liquide arrive par en bas et remonte, la chute de l'impédance va remonter aussi. Si la chute de l'impédance descend, c'est tout simplement qu'ils ont avalé leur salive ou qu'ils ont bu un verre. Et donc cette méthode, même si on ne la comprend pas bien, on sait qu'elle permet de savoir s'il persiste un reflux sous traitement. Et ceci va guider notre conduite thérapeutique après. Donc, 2 situations simples chez ces patients qui résistent aux IPP après l'impédance-métrie sous traitement. Soit il n'y a pas de reflux et on se dirige vers une pathologie fonctionnelle, digestive ou peut-être ORL,
vraisemblablement sous-tendu par des troubles de la sensibilité, et là non liés à l'acide. Soit au contraire, il y a un reflux persistant, bien documenté, et là, c'est plutôt le rôle de la barrière anti-reflux qui est incompétente, et c'est une indication chirurgicale, on y reviendra. Ça pourrait être une indication d'associer aux IPP des inhibiteurs des relaxations spontanées. Vous avez dit quand le sphincter s'endort un petit peu, mais cette solution n'est pas encore totalement au point. On en reparlera. Les complications. Alors, le reflux peut-il se compliquer? L'œsophagite est une certaine complication, mais ce n'est pas véritablement une complication. Les complications, c'est la sténose, c'est-à-dire que l'œsophage qui est ulcéré va se rétrécir, ou ces ulcérations œsophagiennes vont saigner, donc ça peut être aussi une hémorragie, ou même l'ulcère de l'œsophage est tellement creusant qu'il peut perforer l'œsophage et entraîner des complications redoutables. Voilà des exemples d'œsophagites compliquées, d'hémorragie, vous voyez ici, de sténose. Voilà, donc là, quand vous avez un rétrécissement de cette nature, vous ne pouvez plus manger le steak frites, ça c'est sûr que ça ne passe pas bien. Donc on pourra dilater et puis traiter avec des IPP forte dose pour éviter que ça ne recommence. La complication la plus redoutable, je l'ai déjà dit, c'est l'endobrachyésophage, car ça peut donner lieu à un cancer. C'est 1500 cas par an en France de ce type de cancer. C'est le tiers des cancers de l'œsophage. Il y a 4500 cas de cancer de l'œsophage en France par an. 1500, ça vient de l'endobrachyésophage, autrement dit, ça vient d'un reflux gastro-œsophagien. Les 3000 autres cas, c'est le cancer du fumeur ou de celui qui a trop bu. Mais le cancer, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Ça passe, l'endobrachyésophage, avant de donner un cancer, passe par plusieurs stades, la dysplasie, bas grade, haut grade, cancer superficiel et cancer invasif. Voilà à gauche une image d'endobrachyésophage. Vous reconnaissez cette muqueuse anormale, orangée, qui a poussé dans l'œsophage, qui est de la muqueuse de l'estomac. Et puis là, vous avez un cas où, malheureusement, on fait le diagnostic au stade de cancer. Entre les deux, vous avez normalement des phases de dysplasie. Si vous faites des fibroscopies de surveillance aux gens qui ont un tel endobrachyésophage avec des biopsies, des prélèvements, ce type d'endoscopie, on le fait sous anesthésie parce qu'elles sont longues, il y a beaucoup de prélèvements à faire, c'est minutieux. Donc il faut faire ça sous anesthésie. Et s'il y a de la dysplasie de bas grade ou de haut grade, on est capable de, je le dirai tout à l'heure, de proposer des traitements pour éviter le passage au cancer. Alors, nous avons parlé des traitements médicaux. Quelles sont les indications du traitement chirurgical? La meilleure indication au traitement chirurgical, c'est les symptômes IPP dépendants. Monsieur Bretagne vous a parlé. C'est ces patients qui ont des symptômes fréquents. Le traitement par IPP est extrêmement efficace. Ils n'ont plus de symptômes. Mais dès qu'ils arrêtent le traitement, ou s'ils l'oublient un seul jour, ils vont avoir une récidive des symptômes. Et chez ces patients, il va falloir discuter soit le traitement par IPP continu à vie, soit la chirurgie, qui aura d'autant plus d'intérêt que le sujet est jeune. Et donc, pour ces patients, il faut discuter des deux alternatives. Une autre indication qui peut paraître moins bonne, c'est les symptômes persistants sous IPP. Je vous ai dit que parfois, souvent, ces symptômes n'étaient pas liés au reflux. Eh bien, il faut réserver la chirurgie aux sous-groupes de patients qui ont des symptômes persistants, mais pour lesquels le reflux persistant a été prouvé. Et vous voyez que donc ces indications doivent être pesées avec soin et que le bilan avant doit être assez complet. Il faut avoir la certitude du reflux. Ça peut être par la fibroscopie, et si la fibroscopie est normale, il faudra associer la pH-métrie. En cas de symptômes persistants, il faudra en plus faire l'impédance-métrie. Enfin, il faudra s'assurer
qu'il n'y a pas de trouble moteur de l'ésophage par une manométrie ésophagienne. Et la dernière étape, qui est aussi importante ou presque que ces examens, c'est l'entretien entre le chirurgien et le malade. Et je crois que c'est l'heure de faire parler le chirurgien qui a attendu patiemment. Qu'on lui laisse la parole. Bonsoir. Alors le traitement chirurgical, effectivement, il arrive très loin après le traitement médical. C'est un traitement de recours, car c'est un peu moins anodin que prendre une gélule le matin à jeun, et ça a certaines complications propres à la chirurgie. Alors comme l'a dit Alain Robert, avant d'envisager un traitement chirurgical, c'est un patient qui est suivi par un gastro-entérologue, qui a un bilan extrêmement complet, et plus qu'un entretien avec le chirurgien, c'est aussi un entretien entre le gastro-entérologue, le chirurgien et le patient, parce que c'est plus une décision d'équipe. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement chirurgical, ça arrive vraiment en bout de course, et c'est avant la chirurgie, si on veut avoir de bons résultats de la chirurgie, et ça c'est l'histoire naturelle de la chirurgie qui nous l'a montré, puisque en fait il y a eu une explosion à un moment des indications chirurgicales et une explosion des mauvais résultats de la chirurgie concomitante de cette augmentation d'incidence des procédures chirurgicales. Donc la chirurgie, si on voulait faire simple, ça marche très bien chez le bon patient, bien exploré, et c'est vraiment le but de cette présentation. Alors, avant d'envisager la chirurgie avec le patient, effectivement, il faut parler et il faut lui donner les signes qu'il va pouvoir avoir après la chirurgie. Il faut le prévenir qu'il y a certains symptômes qui peuvent apparaître après la chirurgie, qui ne sont pas extrêmement fréquents, mais qui peuvent aussi altérer sa qualité de vie. Et vu que le but ultime, c'est d'améliorer sa qualité de vie, si on lui enlève un symptôme pour lui en apporter d'autres, il faut faire une vraie balance entre les symptômes que la chirurgie peut lui amener et ceux qu'on va réussir à résoudre avec la chirurgie. Alors, quels sont les symptômes qui peuvent apparaître après la chirurgie ? Eh bien, la dysphagie, c'est-à-dire les difficultés à l'alimentation, même si c'est peu fréquent, et je vous le montrerai sur une diapo suivante, eh bien, la dysphagie, il faut prévenir le malade que la dysphagie, ça peut survenir après une cure chirurgicale de reflux gastro-œsophagien. Il peut avoir aussi une sensation de satiété précoce et donc une nécessité de contrainte de diminuer son bol alimentaire à chaque repas. Enfin, il peut avoir des ballonnements postprandiaux avec des éructations. Et enfin, après un certain montage, qui est probablement le montage le plus fréquemment réalisé par les chirurgiens digestifs, eh bien, il peut y avoir une perte de poids après chirurgie du reflux. Alors, à la différence des traitements médicaux et donc des IPP dont on vous a largement parlé, le traitement chirurgical, lui, il traite le reflux gastro-œsophagien et pas l'acidité gastrique, puisque le principe même du traitement chirurgical, c'est d'essayer de renforcer le sphincter inférieur de l'œsophage. On ne va pas modifier la sécrétion gastrique, on va vraiment tenter d'augmenter les capacités du sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, globalement, le but, c'est, essayer de rendre au sphincter inférieur de l'œsophage la meilleure anatomie possible. Alors, comme l'a dit Alain Robert, s'il existe associé une hernie hiatale, on va corriger cette hernie hiatale au cours du traitement chirurgical. On va repositionner le sphincter inférieur de l'œsophage en position intra-abdominale. Et puis, on va essayer de renforcer le sphincter en réalisant un mécanisme anti-reflux qu'on va appeler manchonnage, ou le terme plus barbare est findauplicature, ou plus simplement une valve. Et je vais vous montrer des photos, le but étant d'essayer de créer une zone à haute pression au niveau du bas œsophage. Et rien que ceci explique les symptômes qui peuvent apparaître, puisque si l'on diminue le passage des sécrétions gastriques dans l'œsophage, eh bien, ça vaut dans l'autre sens, et on diminue donc aussi le passage de l'œsophage vers la cavité gastrique lorsque l'on mange. Alors ces findoplicatures, on va réaliser donc des valves qui peuvent être soit des valves antérieures, soit des valves postérieures. Il existe des centaines de procédés chirurgicaux. Chaque chirurgien a voulu un peu marquer son époque avec des petites variations anatomiques, mais ça c'est très spécifique de la chirurgie. Donc ici une valve complète, et vous allez encore mieux comprendre ici. On utilise
que du matériel humain, puisqu'on va utiliser une partie de l'estomac pour réaliser comme un cache-colle autour du sphincter inférieur de l'œsophage pour augmenter ses compétences. Donc on va prendre ici le sommet de la grosse tubérosité, dans cette valve postérieure. On va lui faire 360 degrés sur lui-même et venir recoudre en avant pour réaliser vraiment un renforcement du sphincter inférieur de l'œsophage. Aujourd'hui, la grande révolution qui a été le plus grand bénéfice de la chirurgie du reflux, mais aussi son pire ennemi, puisque je vous disais en préambule qu'on a vu à un moment de l'histoire de la chirurgie du reflux exploser les indications. Eh bien, on a vu tout simplement multiplier par 2 en France. Quand on regarde les données de PMSI, aujourd'hui, en 2014, c'est 2500 à 3000 procédures par an en France de chirurgie du reflux. Et au début, fin des années 90, début des années 2000, on était arrivé à 5000 à 6000 procédures par an. Alors pourquoi cette augmentation de la chirurgie? Avant, la chirurgie, ça se faisait en ouvrant le ventre, c'était un peu délabrant, et puis est apparue cette technique magnifique qui est la chirurgie mini-invasive, laparoscopique. On fait de la chirurgie avec des petits trous, le patient ressort beaucoup plus rapidement, il n'a pas de cicatrice, et cette variation de la chirurgie a modifié les indications. Et quand on modifie les indications en médecine, eh bien on arrive à des catastrophes et on est arrivé à des très mauvais résultats de la chirurgie du reflux. Et on peut même dire qu'à un certain moment, nos collègues gastro-entérologues ne nous envoyaient plus aucun reflux gastro-œsophagien, tellement il y avait de mauvais résultats de cette chirurgie. Donc là encore, la cœlioscopie, aujourd'hui, c'est vraiment la voie d'abord privilégiée dans cette chirurgie du reflux gastro-œsophagien, mais ce n'est pas parce qu'on a une chirurgie, entre guillemets, plus simple, avec des suites plus simples, qu'il faut modifier les indications et tout au moins les élargir. En termes de résultats de la chirurgie, eh bien, à la différence d'un traitement médicamenteux, chaque fois qu'on fait une procédure chirurgicale, ce n'est pas anodin. C'est associé à une mortalité qui est très faible, de 0,1 à 0,5% dans une très grande étude, une morbidité, c'est-à-dire les petites complications qui vont pouvoir survenir en post-opératoire de l'ordre de 5%. Et puis si on se met à distance, ce que je vous disais, il y a quand même 5 à 8% des patients qui vont présenter des difficultés lors de l'alimentation après une chirurgie du reflux. Alors là, c'était les résultats de vieilles études entre 1974 et 2002. Et à l'époque, on faisait de la chirurgie par cœlioscopie, mais c'était un peu le début de la cœlioscopie. Et à l'époque, dans 7% des cas, il y avait nécessité d'une conversion en cours de chirurgie. Par contre, ça donne de très bons résultats, puisque dans ces études, le contrôle du reflux immédiat était réalisé dans plus de 90% des cas. Pourquoi continuer la chirurgie? Parce que lorsqu'on regarde un petit peu ce qui est écrit, bien finalement, la chirurgie, elle fait en termes de qualité de vie, de dysphagie, et bien à court et à moyen terme, la chirurgie, elle fait largement aussi bien que les IPP, mais je vous l'ai dit, c'est pas anodin la chirurgie, ça doit se faire que chez les bons patients, et puis c'est associé quand même à de temps en temps la nécessité d'une réintervention dans jusqu'à 3,7% des patients. Et puis ces dysphagies qui peuvent être vraiment gênantes pour le patient et qui peuvent même nécessiter la réalisation de dilatation endoscopique. Donc voilà. Et puis surtout, c'est que les chirurgiens, ils sont très forts pour donner leurs résultats à court et moyen terme, mais c'est un peu... Alors pour les IPP, on a un recul de 25 ans, mais il n'y a pas tellement d'études qui rapportent les résultats à 25 ans. Eh bien, c'est un peu pareil pour la chirurgie. Il y a très peu d'études où on a des résultats à très ou très très long terme. Donc là, c'est toujours sur le même l'intérêt de la chirurgie. Eh bien, globalement, dans le contrôle des symptômes, ça fait aussi bien que le traitement médicamenteux par IPP. Lorsqu'on fait de la chirurgie, et si jamais quelqu'un voit un chirurgien, je vous ai dit, il y a autant de techniques chirurgicales que de chirurgiens. Globalement, quelle que soit la technique réalisée, que l'on fasse une valve, un cache-colle de 180 ou 360 degrés, eh bien, il n'y a aucune différence en termes de contrôle du reflux gastro-œsophagien, en termes de complications post-opératoires, quel que soit le type de valve. Globalement, ce qui est le plus important, c'est que le chirurgien qui va pratiquer cette chirurgie fasse toujours la même chose et qu'il fasse la valve qu'il sait bien faire. Mais ça, c'est un petit peu pareil, toujours en chirurgie. Là encore, c'est pareil, pas de différence entre tous les types de valves, qu'elles soient antérieures ou postérieures. Alors,
La révolution encore en chirurgie, eh bien, on est allé encore au-delà de la chirurgie cœlioscopique. Je vous ai dit, la chirurgie aujourd'hui du reflux gastro-œsophagien, ça se fait par 4 petites cicatrices, 2 cicatrices d'1 centimètre, 2 cicatrices de 5 mm. Et puis on est allé au-delà, puisqu'est apparue la chirurgie robot-assistée, où le chirurgien n'est plus au contact du patient. C'est un robot qui est au contact du patient. Et puis, le chirurgien, il joue un peu à sa console de jeux vidéo et il va contrôler les instruments à distance. Ça permet d'avoir une vision. La chirurgie cœlioscopique, le biais, c'est qu'on a une vision en 2 dimensions. C'est-à-dire que c'est comme quand vous regardez votre télé. C'est en 2 dimensions. L'avantage du robot, c'est que c'est une vision qui n'est plus en 2 dimensions, mais dans les 3 dimensions de l'espace. Alors aujourd'hui, la chirurgie robot-assistée hiatale, entre guillemets, ou du reflux gastro-œsophagien, elle n'est pas très ancienne, mais globalement, toutes les études qui ont essayé de regarder les avantages en termes de réintervention, de mortalité, de contrôle du reflux, eh bien globalement, il n'y a pas de différence entre une chirurgie cœlioscopique et une chirurgie robot-assistée, mais par contre, ça a toujours un coût beaucoup plus élevé et une durée opératoire allongée. Et donc, aujourd'hui, on peut se poser la question entre des avantages, et si on met les avantages et les limites, eh bien, le gros avantage de la chirurgie robot-assistée, c'est cette vision en 3 dimensions, donc plus précise, et on se dit normalement moins de complications, une précision dans la dissection. La santé du chirurgien, parce que c'est important aussi, il a moins mal au dos, notamment au cervical. Et puis ça a eu en France, comme notamment aux États-Unis, ce qui a développé cette chirurgie, c'est le côté marketing. C'est que ça plaît aux patients, donc on essaye de s'adapter. Les limites, c'est le temps, c'est la nécessité d'une cicatrice supplémentaire, même si c'est des petites cicatrices. C'est l'instrumentation qui est un peu différente et qui n'est pas forcément toujours adaptée à la chirurgie. Et puis c'est un surcoût pour la société. Alors l'avenir, après le robot et la chirurgie robot-assistée, eh bien on rentre, c'est comme avec les télévisions. Maintenant, il y a les télévisions 3D où on va mettre des lunettes supplémentaires. Eh bien, on a la cœlioscopie en 3 dimensions aujourd'hui. Et c'est probablement, enfin à mon sens, qui va peut-être améliorer les résultats de la chirurgie du reflux gastro-œsophagien, puisque ça va associer les avantages du robot, c'est-à-dire la vision en 3 dimensions et donc la précision, diminuer le coût, c'est beaucoup moins cher qu'un robot, et puis diminuer la durée opératoire. Alors Laurent Sulpice vous a parlé des progrès attendus en chirurgie. Il y a aussi des progrès attendus dans le traitement médical, notamment pour les IPP. Bon, les IPP sont très efficaces et on pense qu'on peut encore les améliorer. Peut-être pas en supprimant plus de sécrétions acides, parce que ça, c'est assez bien fait. C'est en améliorant la rapidité d'action. Souvent, les IPP mettent 24 heures à être efficaces. Et si on améliore la rapidité d'action, on pourra diminuer le nombre de prises en faisant plus de traitements à la demande. Améliorer également la durée d'action. Et puis, il y a un autre point qui peut être amélioré, M. Bretagne en a parlé, c'est que les IPP ne sont pas toujours très efficaces la nuit. Donc, il y a des laboratoires pharmaceutiques qui travaillent pour améliorer l'efficacité nocturne des IPP. Donc il y aura peut-être dans quelques années des nouveaux IPP qui vont améliorer ces différents points. Il y a une autre piste d'amélioration évidente, c'est qu'il faudrait trouver une molécule efficace pour traiter les relaxations transitoires du sphincter. Et dans ces cas-là, cette molécule pourrait être associée aux IPP chez les patients les plus sévères. Alors on a déjà des idées de molécules qui marchent, mais pour l'instant, ces médicaments sont mal tolérés, pas très bien tolérés, et donc ne peuvent pas être utilisés en compétition avec les IPP qui sont bien tolérés. Et puis, il y a aussi des traitements attendus en endoscopie, et dont vous parlez, M. Bretagne. Alors très rapidement, parce qu'on touche à la fin. Donc des progrès en chirurgie, des progrès sur les médicaments, on en attend, puisque actuellement ça ne répond pas à traiter le mécanisme en cause. Et en endoscopie, qu'est-ce qu'on pourrait traiter ? On peut traiter aujourd'hui l'endobrachioœsophage, je vais vous le montrer, mais demain on pourra peut-être traiter, comme le chirurgien le fait, le reflux lui-même. L'endobrachioœsophage, on peut, lorsqu'on découvre cette maladie au stade de cancer superficiel, on peut resséquer les cancers superficiels par voie endoscopique.
On guérit aujourd'hui des patients avec un cancer superficiel de l'œsophage par une technique endoscopique sans recourir au chirurgien. Si le cancer est plus avancé, bien entendu, ce n'est plus du ressort de l'endoscopiste. Et puis on peut aussi faire disparaître cet endobrachiésophage, cette muqueuse anormale qui a poussé dans l'œsophage, par de la radiofréquence lorsqu'il y a de dysplasie. Je vous ai dit, l'intérêt de la surveillance endoscopique, c'est de savoir qui va évoluer vers de la dysplasie de bas grade, de haut grade, et donc vers un cancer, et de ne pas attendre le cancer, de traiter avant que le cancer n'apparaisse pour supprimer cette dysplasie et supprimer même l'endobrachiésophage. Eh bien, depuis 4 ans, au CHU, nous faisons de la radiofréquence dans l'œsophage avec différentes techniques. Il y a la technique au ballon, c'est une électrode qui est circulaire, qui va brûler la muqueuse œsophagienne anormale, ou des systèmes de palettes comme ça. Voilà un endobrachiésophage qui avait de la dysplasie de haut grade, donc c'était un patient qui allait évoluer en quelques années, si on laissait les choses se faire, vers un authentique cancer. Il a eu 2 séances d'endobrachiésophage, et vous voyez la muqueuse œsophagienne, la blanche, blanc-rosé, qui a totalement repoussé après destruction de l'endobrachiésophage par la radiofréquence. Donc ça, ce n'est pas un progrès attendu, c'est un progrès de ces dernières années que l'on fait depuis maintenant 4 ans. Le progrès endoscopique attendu, c'est pour le traitement du reflux lui-même. Il y a une technique qui a été développée ces dernières années, mais abandonnée, qui était une autre technique de radiofréquence qui avait pour but d'induire une fibrose du muscle œsophagien. Bon, bref, on ne savait pas très bien ce qu'on faisait. On jouait un peu. Je dis on, nous, on n'a jamais joué à ça. Mais il y a eu des publications. J'avais l'impression qu'on jouait un peu l'apprenti sorcier, et j'ai toujours refusé d'appliquer ce type de traitement, qui d'ailleurs depuis est abandonné. Par contre, dans des journaux de très bonne facture scientifique, et encore tout récemment, on voit se développer une technique qui s'appelle l'EsoFix, qui consiste finalement à faire ce que le chirurgien fait par voie chirurgicale, à reconstituer une valve ici au niveau du sphincter de l'œsophage. Alors c'est sûr qu'on ne va pas faire la correction de la hernie hiatale, ça on n'est pas capable, mais c'est les premières publications qui arrivent, donc ce n'est pas une technique validée. Je crois que pas grand monde ne l'a fait en France, mais peut-être qu'il y a une piste thérapeutique pour corriger le reflux lui-même et pas que les conséquences du reflux gastro-œsophagien. Voilà, un grand merci pour votre attention.